La cabane de chasse dans la forêt noire était exactement ce dont Michael avait besoin. Loin du tumulte de Munich, des interminables réunions et de Brigitte, sa femme, qui semblait de plus en plus distante ces derniers temps. Elle avait accueilli son idée soudaine de prendre 2 semaines de vacances avec une indifférence blessante. « Fais comme tu veux », avait-elle dit, « je me débrouillerai bien seule. Rien de « tu vas me manquer » ou « fais attention à toi ». Juste une confirmation que son absence ne lui faisait ni chaud ni froid. Michael posa son fusil de chasse à côté du lit et contempla l'aménagement rustique de la cabane. L'odeur du bois et le silence de la forêt étaient exactement ce dont il avait besoin pour y voir plus clair. Leur mariage n'était plus ce qu'il avait été. Après 20 ans, une routine s'était installée, étouffant toute flamme. Il avait essayé de raviver la flamme avec des surprises, des excursions ensemble, et même en suggérant une thérapie de couple. Mais Brigitte ne semblait plus intéressée. Le 3e soir de son séjour, Michael était assis devant la cabane, un verre de whisky à la main, et fixait l'obscurité de la forêt. La lune était haute dans le ciel, baignant les environs d'une lumière argentée. Au loin, il entendit le hurlement d'un loup, un bruit solitaire et mélancolique qui reflétait sa propre solitude. Son téléphone portable sonna, le tirant de ses pensées. C'était Thomas, son beau-frère et frère de Brigitte. « Michael, ça va ? Brigitte m'a dit que tu étais seul dans la forêt. »« Oui, tout va bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. »« Je comprends. Mais fais attention à toi, d'accord ? La forêt noire, ce n'est pas un terrain de jeu. T'inquiète pas, je connais les environs. Comment vas-tu ? Tout va bien chez vous ? » Thomas resta silencieux un instant, un peu trop long. « Oui, tout va bien. Brigitte est très occupée, tu sais, son nouveau poste à la banque. » Michael sentit que Thomas lui cachait quelque chose, mais il ne voulut pas insister. Thomas avait toujours été loyal envers sa sœur, peut-être trop loyal. « Bon, je te laisse tranquille alors. Profite bien de tes vacances. » Après que Thomas eut raccroché, Michael resta éveillé encore longtemps. Quelque chose dans la conversation le tracassait, mais il ne pouvait pas dire exactement ce que c'était. Peut-être était-ce la légère nervosité dans la voix de Thomas, ou la façon dont il avait expédié le sujet Brigitte si vite. Le lendemain matin, Michael fut réveillé par un bruit inhabituel. Il saisit instinctivement son fusil et écouta. C'était un cri, clairement humain, et il venait de la forêt. Sans hésiter, il s'habilla, prit son fusil et quitta la cabane. La forêt était dense, et le brouillard matinal rendait tout irréel. Michael avança prudemment, suivant toujours le bruit, qui se faisait maintenant plus faible. Après une dizaine de minutes, il atteignit une petite clairière et s'arrêta au bord, protégé par les arbres. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Sur la clairière, il y avait 6 personnes. Un homme tenait un couteau sous la gorge d'un autre, un autre pointait un fusil sur une femme, tandis qu'un 3e homme arrachait les vêtements d'une jeune femme. Sans réfléchir, Michael leva son fusil et visa. Son premier coup atteignit l'homme au couteau en plein front, et il s'effondra comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. Le 2e coup atteignit l'homme au fusil, qui se retournait juste en entendant le coup de feu. Le 3e homme, qui harcelait la femme, leva les mains dans un geste universel de capitulation, mais Michael savait qu'il ne pouvait pas faire de prisonnier. Son 3e coup l'atteignit également en plein front. Tuer ne posait aucun problème à Michael. Pendant son service militaire, il avait appris à agir dans de telles situations sans hésitation. Il resta immobile pour s'assurer qu'aucune autre menace ne planait. L'homme et la femme se précipitèrent vers la jeune femme pour l'aider. Michael contempla la scène et se demanda ce qui avait amené ces gens ici. Il sortit de la protection des arbres et s'approcha des 3 survivants. La jeune femme, dont les vêtements étaient déchirés, tremblait, et la femme plus âgée avait un bras autour d'elle. L'homme se tenait devant les 2, les protégeant. « Êtes-vous blessé ? » demanda Michael en allemand. L'homme répondit en allemand courant avec un léger accent d'Europe de l'Est. « Non, grâce à vous, non. Nous voulions juste. » Il s'interrompit, incertain de ce qu'il devait révéler. « Vous n'êtes pas d'ici » constata Michael. « Nous venons de Roumanie » dit l'homme hésitant. « Ces hommes nous avaient promis de nous emmener à Stuttgart, chez mon cousin. Nous leur avons donné beaucoup d'argent. Mais après la frontière. » Il désigna les cadavres. Ils voulaient plus. Pas seulement de l'argent. Michael acquiesça, compréhensif. La région était coutumière des trafics d'êtres humains.
Vous avez une voiture? L'homme acquiesça. Elle est garée à environ 1 kilomètre d'ici, sur un chemin forestier. Vous savez conduire? Oui. Michael fouilla les poches des morts et trouva plusieurs milliers d'euros. Il donna l'argent à l'homme. Prenez ça. Emmenez votre famille chez votre cousin. Je vais vous accompagner pour m'assurer que vous arriviez en sécurité. L'homme prit l'argent, les larmes aux yeux. Merci. Merci infiniment. Je ne sais pas comment nous pourrons jamais vous remercier. Michael fit un geste de la main. Ce n'est rien. Allons-y avant que quelqu'un n'arrive. Le trajet jusqu'à Stuttgart dura 3 heures. Michael était assis sur le siège passager et gardait un œil sur la route, tandis que l'homme, qui s'était présenté comme Robert, conduisait. La jeune femme, Julia, la fille de Robert, dormait sur la banquette arrière, épuisée par les événements. Elena, la femme de Robert, était assise à côté d'elle et lui caressait la main, cherchant à la rassurer. Pourquoi l'Allemagne? Demanda Michael au bout d'un moment. Robert soupira. Il n'y a pas de travail pour nous en Roumanie. Mon cousin a une entreprise de nettoyage à Stuttgart, il peut nous embaucher. On veut juste une vie meilleure pour Julia. Michael hocha la tête. Il comprenait le désir d'une vie meilleure. N'était-ce pas ce à quoi tout le monde aspirait? Arrivé à Stuttgart, Robert les conduisit à un immeuble délabré à la périphérie de la ville. Mon cousin habite ici, expliqua-t-il. Michael accompagna la famille jusqu'à la porte de l'appartement, où un homme surpris, mais ravi, ouvrit la porte et accueillit la famille dans un mélange de roumain et d'allemand approximatif. Après une brève explication et des remerciements chaleureux, Michael prit congé et quitta l'immeuble. Il se demanda ce qu'il allait faire maintenant. L'idée de retourner à la cabane ne lui plaisait pas. Après ce qui s'était passé, il avait besoin d'être entouré de monde, de visages familiers. Il décida de rentrer à Munich, chez Brigitte. Peut-être était-ce le signal d'alarme dont leur mariage avait besoin. Un moment de danger pour réaliser ce qui comptait vraiment. Il loua une voiture et conduisit directement à Munich. Pendant le trajet, il pensa à son mariage, au bon moment et au mauvais. Peut-être avait-il trop négligé Brigitte, trop travaillé, passé trop peu de temps avec elle. Il se promit de changer cela, de lui montrer combien elle comptait pour lui. Les rues de Munich étaient calmes lorsqu'il tourna dans son quartier au petit matin. Mais lorsqu'il s'engagea dans sa rue, il eut un haut le cœur. Plusieurs voitures qu'il ne connaissait pas étaient garées devant sa maison. La lumière du salon était allumée et il pouvait apercevoir des mouvements vagues derrière les rideaux. Brigitte avait-elle organisé une fête? Sans lui? Il gara sa voiture un peu plus loin et s'approcha prudemment de la maison. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, et en entrant, il entendit de la musique et des rires provenant du salon. Il resta immobile dans le couloir, ne sachant pas quoi faire. Puis il entendit le rire de Brigitte, fort et gai, comme il ne l'avait plus entendu depuis des mois. Lentement, il se dirigea vers le salon et s'arrêta sur le seuil, invisible pour les personnes présentes dans la pièce. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Brigitte était allongée sur le canapé, en sous-vêtements, et embrassait un homme que Michael reconnut comme Stéphane, son collègue de la banque. Des bouteilles de vin vides et des vêtements étaient éparpillés sur le sol. Assise dans le fauteuil, une femme baisse, la collègue de Michael était dans une position sans équivoque avec un homme que Michael identifia comme étant un collègue de travail de Brigitte, mais dont il ignorait le nom. Son premier réflexe fut de se précipiter dans la pièce et d'arracher Stéphane à sa femme. Mais quelque chose le retint. Un calme étrange l'envahit, une distance, comme s'il regardait une scène de film et non sa propre vie. Il sortit son téléphone de sa poche et commença à filmer la scène. S'il devait prouver quelque chose plus tard, il voulait des preuves. Puis il recula d'un pas, pour voir ce qui se passait d'autre dans sa maison. Il monta silencieusement les escaliers et jeta un coup d'œil dans la chambre d'amis. Là, il trouva Thomas, le frère de Brigitte, avec une autre collègue de Brigitte. La scène était aussi explicite que celle du salon. Michael se demanda amèrement si Thomas l'avait appelé pour s'assurer qu'il était bien parti avant de lancer cette fête. Alors qu'il s'approchait de sa chambre, il entendit un homme crier « J'ai bientôt fini ». Qui est le prochain? L'estomac de Michael se noua. Dans sa chambre, sur son lit, il trouva Brigitte avec son patron, Richard. La vue de Brigitte, sa femme depuis 20 ans, dans les bras d'un autre homme, sur le lit qu'ils partageaient, fut comme un coup physique. Il pouvait à peine respirer, à peine penser. Mais il se força à rester calme, à continuer à filmer.
Le cri de Stéphanie provenant du salon brisa le silence. Oh merde! Elle avait remarqué Michael et essayait désespérément de se dégager de son amant. Dans la chambre, Brigitte et Richard se figèrent. Le visage de Brigitte devint livide, et Richard sauta du lit, essayant de cacher sa nudité. Michael, murmura Brigitte, tu ne devrais pas être là. Manifestement non, répondit-il avec une froideur dans la voix qui le surprit lui-même. Richard, apparemment déterminé à sauver la situation, adopta une sorte de posture de combat et bondit du lit, comme pour jouer les protecteurs. Michael ne put s'empêcher de rire, tellement le spectacle de cet homme nu affichant une prétendue pose de karaté était ridicule. Tu es ridicule, dit Michael, plantez là dans ta fausse posture d'arts martiaux, avec ton pitoyable petit machin qui pendouille. Ces mots touchèrent apparemment Richard là où ça fait mal, car il se jeta sur Michael. Michael, qui filmait toujours, balança son téléphone au visage de Richard. Richard leva les mains pour se protéger, et Michael lui assena un coup de pied dans l'entrejambe. Richard se plia de douleur et s'agenouilla. Michael ramassa son téléphone, aida ensuite Richard à se relever, lui tordit le bras gauche et le conduisit à travers la maison jusqu'à la porte d'entrée. Il ouvrit la porte, poussa Richard nu sur le perron et alluma la lumière extérieure. Entre-temps, la plupart des invités avaient déjà commencé à s'habiller et à quitter la maison. Seules 3 personnes étaient restées, Thomas, qui prétendait être resté pour s'assurer que Michael ne ferait pas de mal à sa sœur, Stéphanie, la meilleure amie de Brigitte, qui affirmait qu'elle serait là pour Brigitte si elle avait besoin d'elle, et bien sûr, Brigitte elle-même. Stéphanie, une femme attirante d'une 40aine d'années qui avait toujours bien aimé Michael, lui demanda ce qu'il comptait faire. « Je vais divorcer de Brigitte, répondit-il sans hésiter. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Ce n'était qu'une histoire de sexe, en gros. »« Je ne pense pas, » dit Michael. Il n'y avait pas d'amour là-dedans. Il pensa aux vœux de mariage qu'il avait échangés avec Brigitte. Il ne les avait jamais brisés, bien qu'il ait eu des tentations. Elle a fait les mêmes vœux que moi, continua-t-il. Moi aussi, j'ai des besoins envers d'autres femmes. Mais j'ai juré de laisser toutes les autres derrière moi, et je n'ai jamais même laissé entrevoir ce que je ressentais. Autant que je sache, Brigitte a brisé ses vœux identiques, et a au contraire fait les mêmes promesses à d'autres il y a un certain temps déjà. En retournant dans la chambre, il trouva Brigitte assise sur le lit, en pleurs. « Arrête de pleurer, lui conseilla-t-il, et fais tes affaires. » Elle haleta, « Je n'ai pas à partir. C'est aussi ma maison. » Plus maintenant, dit Michael. Plus après ce soir. Brigitte le fixa, incrédule. Tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça. Nous sommes mariés, la maison nous appartient à tous les deux. Tu te souviens de l'accord que nous avons signé avant notre mariage? Celui qui trompe part avec seulement ses vêtements. Ton père y a insisté, tu te souviens. Il voulait s'assurer que sa précieuse fille soit protégée si jamais je devais être infidèle. Ironique, n'est-ce pas? Brigitte devint blême. Tu ne peux pas être sérieux. Ce n'était qu'une formalité. Non, c'était un contrat légalement contraignant. Et je vais le faire respecter. Mon père ne laissera pas faire ça, menaça-t-elle. Nous verrons bien, dit Michael calmement. Maintenant, fais tes affaires. Tu as 1 heure. Il quitta la chambre et se rendit au salon, où Thomas et Stéphanie parlaient à voix basse. Quand ils le remarquèrent, ils se turent. Vous devriez y aller aussi, dit Michael. La fête est finie. Thomas s'avança vers lui, les poings serrés. Tu ne peux pas traiter ma sœur comme ça. Ah, mais elle peut me traiter comme ça, demanda Michael, amer. Vas-y, Thomas. Avant que j'oublie qu'on a été amis. Thomas hésita, mais Stéphanie posa une main sur son bras. Viens, Thomas. Laissons-les régler ça entre eux. Après le départ de Thomas, à contre-cœur, Stéphanie resta encore un instant. Je suis désolé, Michael, dit-elle doucement. Tu n'aurais pas dû voir ça. Tu étais au courant, demanda-t-il. Elle baissa les yeux. Pas de tout ça. Mais je savais qu'elle était avec Stéphane. J'aurais dû te le dire. Oui, tu aurais dû, acquiesça-t-il. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. C'est fini. Stéphanie acquiesça et se dirigea vers la porte. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler. Merci, dit-il, mais sa voix était distante. 2 jours plus tard, on frappa à la porte de Michael. Quand il ouvrit, le père de Brigitte,
Carl Weiss, se tenait devant lui. Carl était un homme imposant dans sa septantaine, avec des cheveux argentés et des yeux bleus perçants, semblables à ceux de sa fille. Il avait bâti une entreprise de construction prospère et était fier de sa richesse et de son influence. Michael, dit-il froidement. Carl, répondit Michael, tout aussi froidement. Entre. Dans le salon, ils s'assirent face à face, comme deux adversaires se préparant à un duel. Carl entra directement dans le vif du sujet. C'est quoi cette absurdité comme quoi tu mets Brigitte à la porte et tu veux divorcer? C'est aussi sa maison. Je l'ai mise à la porte après l'avoir surprise en train de me tromper, dit Michael calmement. Et tu es la raison pour laquelle tout ça arrive. N'oublie pas l'accord que tu as rédigé avant notre mariage. Celui qui stipule que celui qui trompe partira avec seulement ses vêtements. Tu te souviens? Le visage de Carl s'assombrit. Michael, c'est un être humain. Elle t'aime à la folie et fait des erreurs comme tout le monde. Tu peux sûrement surmonter ça. D'après ce que je sais, ça dure depuis plus d'1 an et avec plus d'un homme, dit Michael. Peut-être que si c'était une erreur ponctuelle. Mais ce contrat que tu as rédigé, c'était pour maintenir l'entreprise dans la famille. Alors tu aurais dû l'écrire comme ça, rétorqua Michael. Ta formulation est parfaitement claire, si l'un de nous trompe l'autre, il part sans rien. Tu es entièrement responsable de ça. C'est toi qui l'as écrit. C'est toi qui m'as forcé à le signer. Carl se pencha en avant, sa voix devenant menaçante et basse. Tu devrais y aller doucement avec elle, mon fils. Si tu me forces à prendre un avocat pour elle, les choses pourraient mal tourner. Michael sortit son téléphone de sa poche, pianota quelques touches et dit, tu veux des problèmes. Je tiens le téléphone en l'air pour que tu puisses voir toi-même ce que j'ai trouvé. Il montra la vidéo à Carl. Carl la regarda et s'exclama, visiblement choqué, attends, c'est Thomas. Oui, c'était lui, confirma Michael, et ensuite, j'ai entendu de notre chambre, j'ai bientôt fini, qui est le prochain? Tu imagines l'effet si tous tes amis et ta famille en recevaient une copie personnelle. Il montra à Carl comment il avait continué à filmer la scène où sa fille bien-aimée et son amant essayaient de sortir du lit lorsqu'il était entré. Tu n'oserais pas, dit Carl, mais sa voix tremblait légèrement. Oh, si, j'oserais, assura Michael. Je la supprimerai si tu ne t'en mêles pas, le jour où le divorce sera prononcé. Personne d'autre que toi, moi et mon avocat ne la verra jamais. Mais je passerai à l'arme nucléaire si tu engages un avocat pour Brigitte et que tu contestes le divorce. C'est à toi de choisir. Alors, Carl le choqua en sortant un revolver .38 de sa poche et en exigeant que Michael lui remette son téléphone. Pourquoi faire? Tu vas faire quoi avec ça? Demanda Michael. Effacez cette satanée vidéo, grogna Carl. Très bien, répondit Michael, alors ce sera la guerre nucléaire. Il lui tendit le téléphone. Carl agita l'arme devant le visage de Michael et lui ordonna de reculer de l'autre côté de la pièce. Michael obéit et observa Carl appuyer sur les touches pour supprimer ce qu'il avait enregistré sur sa fille. Carl quitta la maison avec un sourire triomphant, persuadé d'avoir gagné. Mais à peine était-il parti que Michael saisit son deuxième téléphone, caché dans le bureau. Il composa le numéro de Carl. Oui? Répondit Carl, sa voix empreinte de suffisance. Tu croyais vraiment que je n'avais pas de sauvegarde? Demanda Michael calmement. La vidéo est en route vers ta femme, Helga. Et si tu engages un avocat pour Brigitte, le monde entier la verra. Un long silence suivit, puis ils jureront. Espèce d'enfoiré. Je t'avais prévenu, dit simplement Michael. Ne te mêle pas de mon divorce, et personne d'autre ne verra la vidéo. Comment as-tu pu montrer cette saleté à ma femme? Demanda Carl, sa voix tremblant de colère. Je t'ai dit que je te ferais subir l'option nucléaire. Carl n'a pas engagé d'avocat pour Brigitte, et l'accord a été appliqué à la lettre. Michael a conservé la maison et la majeure partie des biens communs, tandis que Brigitte n'a eu droit qu'à ses effets personnels. 2 jours après le prononcé du divorce, Michael a reçu un appel inattendu de Stéphanie. Étais-tu vraiment sérieux quand tu as dit que tu éprouvais quelque chose pour moi? Demanda-t-elle. Michael fut surpris. Oui, je l'étais. Je suis libre ce soir, dit-elle. Appelle-moi à l'ancienne, mais j'étais amie avec Anne, et j'aurais eu l'impression d'être une traîtresse si je m'étais engagé avec quelqu'un d'autre pendant que tu étais encore marié avec elle. Michael n'avait eu aucune envie de fréquenter une autre femme depuis le dépôt de la demande de divorce.
Maintenant que le divorce était définitif, il demanda ce qu'elle avait en tête. Que dirais-tu d'un dîner, quelques cocktails et un peu de conversation? On verra bien où ça nous mène. Ça me semble merveilleux. Puis-je venir te chercher à 6 heures? Je serai prête. À la fin de cette soirée, après le dîner et les verres, Michael demanda à Stéphanie d'où lui était venue l'idée de cet appel. C'est très simple, expliqua-t-elle. Je comprends le genre d'homme que tu es. Tu ne te serais pas engagé avec une autre femme pendant que tu étais encore marié, alors je savais que c'était le moment. Ai-je tort? Non, tu as parfaitement raison sur moi, confirma Michael. Mais comment le savais-tu? Elle lui fit remarquer que le divorce était prononcé. Tu sais qu'elle t'aime toujours, n'est-ce pas? Dit-elle. Elle est libre maintenant et elle a quelques problèmes au travail. Mais pas assez pour être fidèle, rétorqua Michael. Pourquoi ne pas l'inviter à se joindre à notre rendez-vous? Demanda Stéphanie, sa voix douce. Alors, quelle est la prochaine étape? Puisque tu me plais, comme je te l'ai dit, la prochaine étape, c'est chez toi ou chez moi. Ma maison est plus proche, dit Michael. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Demanda-t-elle avec un sourire séducteur. La relation avec Stéphanie fut intense et passionnée. Elle apporta à la vie de Michael une légèreté et une spontanéité qui lui avaient longtemps manqué. Pourtant, au bout d'un mois environ, Stéphanie déclara que leur relation était arrivée à son terme, mais qu'elle espérait qu'ils pourraient rester amis. Michael n'était pas surpris. Il avait senti que Stéphanie ne recherchait pas une relation à long terme. Je ne suis pas faite pour être fidèle à un seul homme, avait-elle dit. Si une amitié sans engagement t'intéresse, je suis partante. Il accepta son offre d'amitié et essaya de remettre de l'ordre dans sa vie. Son avocat l'appela pour lui annoncer que ses poursuites avaient été réglées et qu'il recevrait 1,3 million d'euros après déduction des frais d'avocat. Environ 3 mois après la fin de sa relation avec Stéphanie, Michael commença à fréquenter différentes femmes et s'amuser suffisamment pour se sentir satisfait, mais il n'avait toujours pas trouvé quelqu'un avec qui il souhaitait s'installer. Un mardi soir, Michael dînait au Drefrund, un restaurant espagnol près de son travail. Il était en train de consulter le menu quand la serveuse vint prendre sa commande. Il commanda du riz, des haricots, une margarita maison et 3 enchiladas au fromage et aux oignons. Très bien, dit la serveuse avec un léger accent. Peut-être pourriez-vous faire en sorte que je rentre chez moi en sécurité après le travail ce soir. Michael la fixa, interloqué. Quoi? Ce soir-là, près du pont dans la forêt noire, continua la serveuse à voix basse, vous nous avez sauvé la vie, à moi et à ma famille. Vous ne vous souvenez pas de moi, Michael? Michael fixa la jeune femme, et soudain, il la reconnut, c'était Julia, la fille de Robert, qui l'avait sauvée des passeurs. Elle était différente, plus soignée, plus sûre d'elle, ses cheveux étaient plus courts et teints. Mais ses yeux étaient inimitables. Julia? Murmura-t-il, incrédule. Elle acquiesça, un sourire prudent sur les lèvres. Je vous ai tout de suite reconnu quand vous êtes entré. Je voulais vous remercier depuis longtemps. Que fais-tu ici, à Munich? Demanda Michael, toujours abasourdi par cette rencontre inattendue. Mon oncle m'a aidé à trouver un emploi ici. Je suis des cours d'allemand du soir à la Volkshochschule, expliqua-t-elle. Mes parents sont toujours chez mon oncle à Stuttgart. Je suis heureux d'apprendre que vous allez tous bien, dit Michael sincèrement. Peut-être. Pourrions-nous parler après mon service? Demanda Julia, hésitante. Je termine à 22 heures. Michael réfléchit un instant. Bien sûr, je vais attendre. Michael observa Julia faire des allers-retours entre les tables. Elle se déplaçait avec une grâce naturelle, souriait aux clients et semblait s'épanouir dans son nouvel environnement. Il était difficile de croire qu'elle était la même jeune femme effrayée qu'il avait sauvée dans la forêt. À la fin de son service, Michael l'attendait devant le restaurant. Julia sortit, vêtue maintenant d'un jean et d'une veste légère. Merci d'avoir attendu, dit-elle. Y a-t-il un café dans le coin où nous pourrions discuter? Ils trouvèrent un café tranquille et commandèrent 2 cafés. Julia semblait nerveuse, ses doigts tambourinaient sur la table. Mon père m'a raconté ce que vous avez fait pour nous, commença-t-elle. Que vous nous avez sauvés. J'étais trop bouleversé à l'époque pour vraiment le comprendre. C'était une situation délicate, éluda Michael. Vous avez fait plus que simplement nous sauver, continua Julia. Vous nous avez donné une chance de prendre un nouveau départ.
Mon père travaille maintenant à plein temps chez mon oncle, ma mère a trouvé un emploi dans une boulangerie et moi. Elle sourit fièrement. Je viens de réussir le concours d'entrée à l'université. Je vais étudier la médecine au prochain semestre. C'est merveilleux, dit Michael sincèrement. Tu peux être très fier de toi. Tout cela n'aurait pas été possible sans vous, dit Julia d'un ton grave. Vous ne nous avez pas seulement sauvés, vous nous avez aussi fait confiance et vous nous avez aidés alors que vous n'aviez aucune raison de le faire. Michael sourit. Parfois, il faut faire confiance à son instinct. Ils discutèrent encore un moment des projets d'avenir de Julia, de ses expériences en Allemagne et de la façon dont sa famille s'était intégrée. C'était incroyable de voir tout ce qu'ils avaient accompli en si peu de temps. Au moment de se dire au revoir, Julia lui tendit un papier avec son numéro de téléphone. Au cas où vous auriez besoin de quelque chose ou que vous ayez simplement envie de discuter. Michael prit le papier avec un sourire. Merci, Julia. Sur le chemin du retour, Michael repensa à cet étrange coup du sort. Il avait aidé la famille de Julia dans l'une des heures les plus sombres de sa vie, sans savoir que cette rencontre le rattraperait des années plus tard. On aurait dit que la vie avait une étrange façon de boucler la boucle. Les semaines passèrent, et Michael et Julia se retrouvèrent de temps en temps pour prendre un café. Il appréciait leur compagnie, leur ouverture d'esprit, leur enthousiasme pour leur nouvelle vie et leur gratitude pour les petites choses que beaucoup considéraient comme allant de soi. Elle lui rappelait ce qui comptait vraiment dans la vie. Un samedi après-midi, ils étaient assis dans leur café habituel lorsque Julia prit une petite gorgée de sa tasse, visiblement nerveuse. « Mes parents viennent nous rendre visite le week-end prochain », finit-elle par dire. « Ils aimeraient vous revoir pour vous remercier en personne. On organise un petit repas de famille chez mon oncle à Stuttgart. Voudriez-vous venir ?» Michael hésita. Il avait voulu laisser derrière lui la forêt noire et tout ce qui s'y était passé. Mais peut-être qu'il était temps d'affronter le passé et cette fois, pas les aspects sombres, mais les moments où il avait agi correctement. « Je serais ravi de revoir ta famille, dit-il finalement. Les retrouvailles avec la famille de Robert furent chaleureuses et émouvantes. Robert et Elena étreignirent Michael comme s'il était un membre de la famille disparu depuis longtemps. Le cousin de Robert et sa femme avaient préparé un repas de fête, et ils passèrent la soirée à raconter des histoires sur leur nouvelle vie en Allemagne et à se souvenir de leur expérience commune. « Vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie, dit Robert, alors qu'il se tenait seul sur le balcon plus tard dans la soirée. Vous m'avez rendu ma dignité. En Roumanie, je ne pouvais pas nourrir ma famille, je ne pouvais pas offrir un avenir à ma fille. Maintenant ?» Il montra du doigt le salon où Julia riait avec sa mère et les autres. « Maintenant, je vois de l'espoir dans ses yeux. » Michael fut profondément touché par les paroles de Robert. « Vous avez tout accompli par vous-même, dit-il. Je n'ai fait qu'aider à ouvrir une porte. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin, répondit Robert. Une porte ouverte et quelqu'un qui croit en vous. » Plus tard dans la soirée, alors que Michael rentrait à Munich, il ressentit une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Le temps passé avec la famille de Robert lui avait montré que même des moments les plus sombres, quelque chose de bon pouvait émerger. Une année passa. Michael avait continué à faire progresser sa carrière et avait été promu chef de son département. Il avait également commencé à faire du bénévolat dans une organisation qui aidait les réfugiés et les immigrés à s'intégrer en Allemagne, inspiré par ses expériences avec la famille de Robert. Julia était maintenant au 2e semestre de ses études de médecine et s'épanouissait. Elle et Michael se rencontraient régulièrement, et leur amitié s'était approfondie. Michael admirait sa détermination et son courage, et elle appréciait son soutien et ses conseils. Par une journée ensoleillée de printemps, ils se promenaient dans le jardin anglais. Julia parlait avec enthousiasme de ses cours et de ses projets de devenir médecin un jour. « Je veux aider les gens, comme vous m'avez aidé, moi et ma famille, dit-elle. Michael sourit. « Tu seras une excellente médecin. » Ils s'arrêtèrent et contemplèrent le lac. Le soleil scintillait sur l'eau, et autour d'eux, les gens profitaient de cette belle journée. « Tu sais, » dit Julia pensivement, « j'ai souvent repensé au jour où nous nous sommes retrouvés au restaurant. C'était comme si le destin nous avait réunis. » Michael acquiesça. « Je ne crois pas aux coïncidences. Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle nous nous sommes revus. » Julia le regarda, les yeux remplis d'émotion. « Je suis reconnaissante de cette seconde rencontre. Vous m'avez donné plus qu'un simple sauvetage, vous m'avez montré qu'il existe de bonnes personnes, même dans les moments les plus sombres. » À cet instant,
Michael réalisa que sa rencontre avec Julia et sa famille n'avait pas seulement changé leur vie, mais aussi la sienne. La tragédie de son mariage raté, qui l'avait poussé dans la forêt noire, l'avait conduit sur un chemin qui le menait vers de nouveaux liens et une compréhension plus profonde de la vie. Nous nous sommes aidés mutuellement, dit-il doucement. 2 ans plus tard, Michael se tenait devant l'autel de la petite église de Stuttgart. À ses côtés, Julia rayonnait dans sa robe blanche. Robert conduisait fièrement sa fille dans l'allée, et Elena pleurait de joie. C'était un mariage petit et intime, seulement la famille et les amis proches. Stéphanie était également présente, maintenant heureuse avec son nouveau partenaire, et félicita sincèrement le couple. Alors que Michael et Julia échangeaient leurs vœux, il pensa au long et sinueux chemin qu'il avait mené à ce moment. De la crise de son premier mariage au jour sombre dans la forêt noire, en passant par les retrouvailles inattendues au restaurant, chaque étape, chaque décision l'avait conduit ici. « Je te prends, Julia, pour épouse, dit-il, la voix ferme et assurée. Je promets de t'aimer, de t'honorer et de te protéger, dans le bonheur comme dans l'épreuve, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Julia répéta les mots, les yeux brillants, et lorsqu'ils s'embrassèrent, l'assemblée éclata en applaudissements. Lors de la réception de mariage, Robert prononça un discours émouvant. Il y a des années, un étranger est venu à notre secours, un homme qui a tout risqué pour nous aider. Aujourd'hui, cet homme n'est plus un étranger, il est de la famille. Michael, tu ne nous as pas seulement sauvé la vie, tu nous as donné une nouvelle vie. Et maintenant, tu offres à ma fille un avenir rempli d'amour et d'espoir. Nous t'en serons éternellement reconnaissants. Michael et Julia s'installèrent dans un petit appartement à Munich. Julia poursuivit ses études de médecine, et Michael la soutint dans tous les domaines. Leur amour était paisible et profond, mais d'expériences partagées et d'un respect mutuel. 1 an après leur mariage, Julia donna naissance à un fils, qu'ils appelèrent Robert, en hommage à son père. Lorsque Michael tint son fils dans ses bras pour la première fois, il ressentit un amour et une gratitude immenses. Ce jour-là, il était assis à côté de Julia sur la véranda de l'hôpital, le petit Robert dans ses bras, et regardait la ville. Le soleil se couchait, et le ciel était teinté de chaudes nuances d'orange et de rouge. « C'est étrange, dit-il pensivement, comme la vie prend parfois des chemins détournés pour nous amener là où nous sommes censés être. » Julia prit sa main et la serra doucement. « Nous sommes exactement là où nous devons être maintenant, dit-elle avec un sourire. » Michael acquiesça et embrassa doucement le front de son fils. Le passé, avec toutes ses douleurs et ses pertes, l'avait mené à ce moment vers une nouvelle famille, un nouvel amour et un avenir rempli d'espoir. Celui qui était rentré inopinément avait enfin trouvé son véritable foyer.